M. Charles Onana prendra la parole, à qui je souhaite d'ailleurs la bienvenue. Encore une fois, il prendra la parole pour plus ou moins 30 minutes. Merci à l'association Link Congo. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers amis, c'est un grand honneur pour moi d'être dans cette salle avec vous aujourd'hui pour échanger sur le résultat de mes recherches. Il y a à peu près 10 ans, lorsque j'avais publié le livre, mon premier livre en 2002, j'attirais déjà très fortement l'attention des Congolais sur le fait que la guerre que M. Kagame menait contre le Congo était une guerre de diamants. À l'époque, c'était les diamants qui étaient la ressource principale qui intéressait en apparence le Rwanda. Et j'ai insisté sur le fait que les Congolais devaient être très vigilants sur ce qui était en train de se faire, parce qu'il ne s'agissait pas d'un jeu, il y avait des enjeux politiques, géopolitiques très importants, et que les groupes et les puissances qui étaient derrière cette initiative et cette démarche avaient l'intention d'aller jusqu'au bout de leur initiative. Évidemment, j'ai été attaqué par le président Kagame à Paris pour diffamation. J'ai eu en fait une plainte de l'État rwandais, du président rwandais. J'ai essayé de me battre comme je pouvais. Lorsque M. Kagame a vu, ou son avocat, ils ont vu les documents que j'avais proposés, et il y avait quelques témoins importants, dont un que j'ai salué dans la salle, qui était le colonel Luc Marshall, qui était le commandant belge des casques bleus à Kigali. Je crois qu'ils ont compris que j'avais un seul avocat, il y avait 3 avocats du côté rwandais. Je pense que j'ai essayé tout simplement de résister très modestement, parce que mon objectif n'était pas de harceler ou d'agresser le président rwandais. D'ailleurs, j'avais dit, et je le répète toujours, que si c'était le président rwandais qui avait été victime d'un attentat le 6 avril 1994, j'aurais fait exactement la même enquête. Parce que je ne comprenais pas pourquoi 2 chefs d'État avaient été abattus ce soir-là et que la communauté internationale ne voulait pas mener des investigations. D'ailleurs, le lendemain du 6 avril, 10 casques bleus belges ont été massacrés au Rwanda, et il me semble toujours qu'à ce jour, on ne connaît pas toute la vérité sur cette affaire, d'autant plus que le Sénat belge avait mis en place une commission de suivi de ce dossier, et je crois qu'il est toujours à suivre depuis plusieurs années. Évidemment, le colonel Luc Marshall est un témoin très dangereux pour Kigali. Si j'en crois le nombre de procès qui lui sont intentés dans son pays, ce que je trouve tout à fait dérisoire et regrettable, parce que ça a été... J'ai rencontré beaucoup d'officiers de la MINUAR et aussi des officiers des renseignements de la MINUAR. Certains m'ont dit que clairement que M. Kagame on avait décidé de le mettre au pouvoir, et nous avons participé à faire ce travail. Donc les procès intentés contre le colonel Marshall ici sont assez significatifs par rapport au fait qu'il n'a pas accepté de suivre aveuglément la version officielle des faits. Alors, pourquoi cet ouvrage? Cet ouvrage, je l'ai fait après tous les autres ouvrages, mais surtout, j'étais surpris, consterné par, en tant que journaliste, du silence assourdissant sur la tragédie congolaise dans les médias occidentaux. Je ne comprenais pas. Pourquoi 800 000 personnes, d'après le discours officiel, ont été tuées au Rwanda en 1994, avec tellement plus d'importance que des millions de Congolais tués tous les jours, que des femmes violées tous les jours, que des enfants massacrés. Les images que l'on voit régulièrement sont quand même des images qu'on n'a jamais vues en Afrique depuis la colonisation. D'ailleurs, je pense que les anthropologues seraient bien inspirés de regarder les images actuelles qui sont sur le Congo
avec les images de l'époque coloniale belge. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passait du temps de la colonisation belge. Et je ne comprends pas pourquoi tout cela a l'air de ne pas concerner les pays européens. Et donc, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui peut justifier un tel comportement, puisque si j'en juge par les déclarations, les principes nobles que défend l'Union européenne dans tous ces textes, la défense de la démocratie, les droits de l'homme, la liberté de la presse, et que l'Union européenne est prête à dépenser beaucoup d'argent pour défendre ces principes, je ne comprenais pas pourquoi ces principes, bafoués régulièrement, ne provoquaient pas la plus petite indignation des représentants européens. J'ai donc décidé d'aller voir dans la cuisine, là où on conçoit la politique européenne, et j'ai donc pu obtenir un certain nombre de documents venant aussi bien de la Commission que du Conseil de l'Europe. Et ces documents, parmi ces documents, il y a de nombreux rapports de M. Adoyello, qui était donc le représentant spécial de l'Union européenne dans les Grands Lacs, les rapports de M. Javier Solana, qui était le chef de la diplomatie européenne, et un certain nombre de correspondances, d'échanges, de rapports des experts de l'Union européenne. Donc ce livre n'est pas le fruit de mes élucubrations ou de mes préoccupations personnelles, c'est le reflet de la vision de l'Union européenne sur la crise des Grands Lacs et sur les événements du Congo. Pour comprendre ce qui se passe réellement aujourd'hui au Congo, je regrette, moi je n'avais pas écrit le livre en pensant que Goma allait être dans l'actualité. J'ai voulu d'abord savoir pourquoi, depuis que le Rwanda a commencé à occuper le territoire congolais, pourquoi l'Union européenne a non seulement accepté presque passivement les arguments avancés par le Rwanda, mais on va le voir, et pour ceux qui ont déjà eu le livre, ils ont pu le constater, que l'Union européenne a fini par adopter le discours du régime rwandais. Le premier argument qui était avancé par le Rwanda en 1994, jusqu'à à peu près 1998, 99, etc., c'était de dire que il fallait pourchasser les génocidaires qui se trouvaient sur le territoire congolais. Cet argument a justifié l'intervention rwandaise à de nombreuses occasions dans les bombardements des camps de réfugiés à l'est du Congo, dans l'indifférence générale. À la limite, c'est comme si l'Union européenne et ce qu'on appelle la communauté internationale, je ne connais pas très bien quelle est son adresse, mais puisque c'est rentré dans la terminologie journalistique, je l'emploie. Donc, la communauté internationale et l'Union européenne ont validé le fait qu'effectivement, les événements de 1994, les femmes, les enfants, les bébés, les vieillards qu'on voyait à l'est du Congo étaient tous potentiellement des concepteurs d'un génocide. On a validé le fait que les bébés qui avaient 3 ans ou qui avaient 2 ans et demi, qu'on voyait fuir avec leur maman le Rwanda, étaient des concepteurs du génocide de 1994. Et donc, ils pouvaient être poursuivis, pourchassés, persécutés par l'armée patriotique rwandaise sur le territoire congolais. Cela n'avait strictement aucune importance parce qu'ils devaient payer ce qu'ils avaient fait aux Tutsis au Rwanda. Le deuxième argument qui a été utilisé, celui-là était un argument plus politique,
est passé également inaperçu, mais tout le monde l'a quand même entendu. C'est en 1996, le président Pasteur Bizimungu, Hutu, qui était un membre qui était le président de la République, mais qui était aussi un membre très important du FPR, le Front patriotique rwandais, a déclaré publiquement qu'il fallait refaire une conférence de Berlin parce que le territoire du Congo appartenait, une partie du territoire du Congo appartenait au Rwanda. Les pays africains ont gardé un silence assourdissant face à ces déclarations qui n'étaient pas faites par un illuminé du coin, c'était le président de la République du Rwanda. Quand on sait que M. Pasteur Bizimungu était en réalité, comme la plupart des Hutus qui ont travaillé avec M. Kagame, le porte-voix de son maître, on peut comprendre qu'il exprimait tout simplement les préoccupations qui étaient celles de son vice-président, c'est-à-dire M. Paul Kagame. Les pays africains ont gardé un silence devant cette déclaration, alors qu'elle portait atteinte à la charte de l'OUA qui prône l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Ça semblait être tout à fait naturel pour les pays européens d'entendre un président de la République du Rwanda, un pays ami, faire une telle déclaration qui est une atteinte quand même au droit international et à la souveraineté du Congo. Et cela ne semblait pas plus les préoccuper. Troisième argument, c'était l'argument selon lequel, en 2004, on l'a vu émerger, mais il y a eu beaucoup un travail probatoire qui a été fait dans les médias. Lorsqu'on voit M. Laurent Nkunda apparaître comme une star sur les écrans de télévision, disant que la communauté Tutsi du Congo est victime de discrimination et potentiellement victime d'un génocide en préparation que les Congolais seraient en train de concocter, un peu comme les Hutus l'ont fait en 1994. Eh bien, cela n'a pas beaucoup dérangé les gens, mais ce qui est étonnant, c'est que non seulement l'argument selon lequel les Tutsis étaient privés de droits était un argument fallacieux, puisqu'il y a un certain Bisengimana qui était Tutsi, qui a été directeur de cabinet du président Mobutu. Je crois qu'il a été au détriment, si on appliquait la politique dans mon cher pays, la France, de Marine Le Pen, M. Bisengimana n'aurait pas pu être directeur de cabinet du président Mobutu. Mais il l'a été. Il y a eu d'autres qui ont occupé des fonctions importantes dans ce pays également. Et puis, mieux que cela, le Congo a quand même permis à de nombreux réfugiés Tutsis à l'époque d'avoir des bourses du gouvernement congolais, au détriment parfois de beaucoup de braves Congolais. Donc cet argument de M. Nkunda Batouaré était un argument irrecevable, mais il est devenu, en l'espace de quelques temps, celui qui était interviewé par la plupart des médias français, belges, etc. J'ai même vu certains journaux français qui étaient prêts à le comparer au général de Gaulle en titrant « Celui qui dit non ». Je trouvais la comparaison un peu osée. Bon, Nkunda Batouaré, du haut de son inculture des montagnes d'Ouvira, n'a pas grand-chose à voir avec le général de Gaulle, quand même. Je crois qu'il est devenu très intelligent puisqu'il échappe encore jusqu'à aujourd'hui à un mandat d'arrêt international. Quatrième argument qui a été avancé également par le gouvernement rwandais, puisque M. Nkunda, il a été démontré que M. Nkunda finalement agissait pour le compte du Rwanda, que lorsqu'il a fait défection dans l'armée congolaise, ce n'était pas parce que l'armée congolaise était mal équipée, parce que généralement on attend d'un militaire, quand il fait défection, d'avancer des arguments professionnels ou des arguments purement
arguments techniques, en disant par exemple que son armée est mal équipée, on leur demande d'assurer la sécurité du pays, qu'ils ne peuvent pas le faire parce que les moyens financiers sont insuffisants, etc. Laurent Nkunda n'a pas du tout avancé ce type d'arguments, il avait des arguments politiques qui à l'époque ont été approuvés par M. Kagame, et publiquement, et on l'a entendu. Sauf qu'à ce moment-là, au même moment, il y avait un certain Azarias Oberoi qui était patron de la sécurité du Congo, lui aussi Tutsi d'origine, puisqu'il me semble qu'une partie des gens dans cette communauté sont beaucoup plus marqués par leur appartenance clanique ou ethnique qu'à leur appartenance nationale. Ils l'ont dit et répété à de nombreuses occasions. Donc je ne dis rien de spécial en évoquant cet aspect des choses. Donc, le Rwanda approuvait l'action de M. Nkunda, tout le monde a considéré M. Nkunda comme un héros, malgré le fait que sa rébellion commettait quand même des crimes contre les populations de ce qui était censé être son pays, la RDC. Le quatrième argument, alors, puisqu'on avait épuisé tous les arguments et qu'on se rendait compte que finalement, ce qui était important, c'était de rappeler quand même que des génocidaires étaient toujours en RDC et que ces génocidaires menaçaient la sécurité du Rwanda. On a trouvé, comme les phares n'existaient plus, comme les interamos étaient en voie de disparition, on a trouvé les FDLR. Alors les FDLR, c'est donc un groupuscule Hutu qui avait été appelé par Laurent Désiré Kabila en 1998, fin 1997, lorsqu'il a eu des problèmes avec l'actuel ministre de la Défense du Rwanda, qui est devenu, s'il vous plaît, chef d'état-major de l'armée congolaise. Alors, entre-temps, ce monsieur avait considéré que son pays devait chasser tous les officiers qui avaient été formés à l'époque du maréchal Mobutu, parce qu'ils étaient tous corrompus, sauf les Tutsis du Rwanda, eux, ils ne sont jamais corrompus et ils ont les capacités intellectuelles et éthiques qui peuvent permettre de rétablir non seulement l'ordre au Congo, assurer la sécurité des Congolais, mais surtout lutter contre la corruption dans l'armée. Donc, les rapports des Nations Unies sont là pour dire si cette vision des choses est exacte, mais on a pu constater que les arguments avancés par les FDLR ont été adoptés par l'Union européenne dans tous les rapports que j'ai constatés. Je voudrais donc pour cela vous montrer comment le mensonge va être organisé. Donc l'opération turquoise, c'est l'opération qui avait été initiée par la France, qui était une opération des Nations Unies, qui aujourd'hui est sévèrement critiquée par le monde entier, en commençant par le Rwanda, qui a rompu ses relations diplomatiques avec la France, quitté la francophonie, aboli le français au Rwanda pour la langue anglaise, ce qui est une très bonne chose, parce que la langue anglaise est très largement parlée dans le monde. Sauf que depuis de très nombreuses années, la plupart des fonctionnaires rwandais et Rwanda avaient été formés en français, donc aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire grand-chose dans l'administration parce que tout doit se faire en anglais. Et vous comprendrez d'ailleurs pourquoi. Donc l'opération turquoise est organisée et on se rend compte que quand vous regardez, vous voyez le Rwanda qui est là-bas dans le nombril qui constitue un peu le nombril du Congo là-bas, et c'est ce petit pays-là qui va, je pense que sur le plan visuel c'est intéressant
de voir comment ce petit pays-là terrorise la France, terrorise les Congolais, terrorise l'Union européenne. Simplement pour le génocide qui avait été commis en 1994. Faites très attention. Aujourd'hui, les Français, les officiers français n'ont plus droit à la parole dans leur pays. Parce que le Rwanda a été, en 1994, victime d'un génocide. Pas un génocide qui touchait les Hutus, les Twa, les Tutsis, mais qui ne touchait que les Tutsis. Et surtout, les rebelles Tutsis. Parce que la population Tutsi, je l'ai toujours dit, les crimes qui ont été commis en 1994 ont touché tout le monde. Il n'y a pas une seule famille rwandaise qui ne déplore pas des gens qui ont été tués, massacrés, etc. Et vous comprendrez pourquoi. Vous avez pratiquement toutes les associations humanitaires internationales qui sont là, UNICEF, MSF, AICF, CICR, CARE, enfin, toutes ces associations humanitaires sont au Rwanda au mois d'août. Donc tous ces gens voient exactement ce qui se passe, sont relativement informés de la situation, mais quand le débat politique et le débat intellectuel va commencer de façon sérieuse, on ne va plus entendre ces gens, ou en tout cas on va entendre tous ces gens tenir exactement le même discours que celui du Rwanda. On arrive vers des choses intéressantes. Vous allez constater, là encore, nous sommes le 29 août 1994. C'est important de voir cette carte-là parce que elle vous présente la situation du Rwanda. L'armée patriotique rwandaise, en haut là-bas, est en train d'organiser l'asphyxie de la région de Goma, puisque le dernier bastion des Hutus, des réfugiés Hutus, donc de ceux qui restent en quelque sorte le résidu de l'armée rwandaise, enfin ce qu'on appelait les phares, donc les forces armées rwandaises du président Habyarimana, se retrouvent tout simplement à ce niveau-là. Et ce qui est très intéressant sur cette carte, c'est que vous voyez qu'au même moment, les flèches oranges que vous voyez, c'est la pression de l'armée patriotique rwandaise, c'est l'armée patriotique rwandaise, et juste à côté, vous avez le drapeau américain. Vous avez une présence de petites unités de l'armée américaine qui sont là, dont personne ne parle. En fait, vous avez à ce moment-là, au mois d'août, une opération qui a été menée de façon très confidentielle, mais qui est très intéressante. C'est ce qu'on appelle l'opération Support Hope, soutenir l'espoir, qui est une intervention américaine au Rwanda qui obéit aux préoccupations strictement humanitaires d'après la mission elle-même. Décision du président, prise par le président Clinton d'envoyer cette mission, alors que lorsque le Conseil de sécurité, lorsque le Conseil de sécurité s'était réuni pour prendre la décision d'accepter l'intervention humanitaire des Nations Unies à travers l'opération turquoise, les États-Unis avaient proposé de soutenir la mission, mais ils ne se sont pas beaucoup engagés parce qu'ils ont dit qu'ils avaient des problèmes pour fournir du matériel, et fournir du personnel, etc. Et juste au moment où l'opération turquoise quitte la région, quitte Goma, eh bien, la mission Support Hope arrive. Vous allez avoir donc, dans le même temps, vous avez un drapeau canadien à Kigali. Vous avez un drapeau britannique à Kigali. Et puis un autre pays, Nouvelle-Zélande, qui est là aussi. Nous sommes, retenez bien,
le 29 août 1994, c'est-à-dire que nous sommes censés être en plein massacre, n'est-ce pas? Cet autre élément, cette autre carte est très intéressante parce que elle vous présente l'emplacement et le nombre d'hommes qui constituent les phares, c'est-à-dire que les forces des armées rwandaises, 12 000 hommes à peu près. Et ces 12 000 hommes sont concentrés autour de Sake, Goma, et toutes les petites enveloppes rouges que vous voyez, ce sont les positions militaires des gens qui sont en train d'être exterminés. C'est-à-dire que c'est l'armée patriotique rwandaise qui quadrille militairement le Rwanda de cette façon. Alors, où était-il pendant qu'on était en train d'exterminer les Tutsis avec une telle puissance militaire? C'est une question à laquelle j'aimerais quand même de temps en temps que les gens posent. Ce n'est pas pour remettre en question le génocide, non, loin de moi des idées négationnistes ou révisionnistes. Je veux simplement dire que si une armée issue d'une minorité ethnique a une telle puissance de feu, au moment où commence, après l'attentat contre l'avion, et en même temps pendant les massacres, c'est qu'ils ont la capacité de défendre les populations de leur origine ethnique. Et je crois que le colonel Marshall qui était sur place ne me démentira pas, ils avaient à peu près 3000 hommes au Rwanda. Donc 600 personnes, c'est qu'ils ont admis officiellement, ils avaient 600 hommes à Kigali. Que faisaient ces 600 hommes pour défendre les Tutsis? Et alors, quand j'apprends à travers M. Abdul-Roussi Biza, qui est un agent de renseignement du FPR qui est aujourd'hui décédé, qui a dit que Kagame leur avait interdit de défendre, de protéger les Tutsis. C'est lui qui dit, c'est pas moi qui dis, et il n'a pas été poursuivi, diffamation ou pour atteinte à la mémoire des morts ou pour négationnisme ou révisionnisme ou des choses de ce genre. Il n'a pas du tout été poursuivi pour ça. Mais ce qui est important ici, c'est de constater que non seulement l'armée patriotique rwandaise, le 9 août, quadrille quasiment tout le pays sur le plan militaire, mais vous voyez qu'il y a une présence également d'une petite troupe britannique qui est là, dont personne ne parle, qui est apparemment invisible, qui se trouve un petit détachement à Ruengeri, donc plus haut, et un autre petit détachement pas très loin de Byumba, au Rwanda. Alors, ce qui se passe avec l'opération Support Hope, c'est que Support Hope va brièvement aller à Goma. Mais pourquoi à Goma? Mais pour essayer d'évaluer ce qui reste de puissance de feu des forces armées rwandaises, mais aussi et surtout consolider la puissance militaire de Kigali, puisqu'on vient faire une intervention humanitaire, non pas là où il y a des réfugiés, mais là où il y a des militaires en Rwandais. Donc, pour que ceux qui sont bien informés sachent que je n'invente pas les choses, parce qu'on peut vérifier, le détachement américain Support Hope est constitué de 1490 personnes. 900 sont basés à Kampala, en Entebbe, en Ouganda. Donc, l'Ouganda, point de départ de la rébellion Tutsi de Paul Kagame pour attaquer le Rwanda. 330 hommes basés à Goma, 260 à Kigali. Et ces gens côtoient de temps en temps les forces des Nations Unies, ce qu'il en reste, et surtout
vous voyez également sur la carte le quadrillage militaire du FPR, parce que toutes les forces que vous voyez là, c'est le FPR. Vous avez un petit groupe, enfin, 6000 hommes constituant la gendarmerie congolaise, ici, donc à Bukavu, hein, dans la zone de Bukavu, avec 5 hélicoptères des phares, donc ce qui reste du matériel que les forces armées rwandaises avaient transporté à l'est du Congo dans la fuite. Et vous avez une partie de la DSP qui se trouve dans le Massissi, qui essaye un peu de superviser les choses, de suivre un peu la sécurité du pays qui est menacé. Ces cartes étaient très importantes parce que vous comprenez pourquoi, quand on veut parler de cette question dans une salle, on dit que c'est une réunion politique, il ne faut pas la faire. Je ne suis pas un militant politique, je ne suis même pas un militant associatif, je suis journaliste. Ça fait de nombreuses années que j'écris, tout le monde sait que j'écris. Mais si en France, on ne veut pas qu'on ait un débat sérieux, rigoureux, documenté, même si les gens ne partagent pas les mêmes positions, mais au moins qu'il y ait une confrontation intellectuelle d'un certain niveau, documentée. Et si vous dites des choses fausses, eh bien, il y a quelqu'un qui peut apporter des documents contraires ou des informations contraires pour vous permettre tout simplement de permettre au plus grand nombre d'accéder à la connaissance. Mais dans le dossier du Rwanda, vous devez accepter que ce qui se passe à l'est du Congo, c'est des groupes armés. Et puis c'est tout. Alors, venons-en à l'Union européenne. Je disais tout à l'heure que l'Union européenne n'a pas pris de distance avec le discours de Kigali. Pourquoi? Parce que lorsque je consulte les documents du Conseil et les documents de la Commission, je me rends compte que la plupart des documents disent que les interamoués et les génocidaires Hutus qui sont basés à l'est du Congo continuent de menacer la sécurité du Rwanda. Lorsque les Nations Unies, la MONUC, qui est basée à l'est du Congo, qui n'est quand même pas réputée être pro-Hutu ou pro-génocidaire, fait des rapports en disant qu'ils ont quand même vu des infiltrations de l'armée rwandaise à l'est du Congo. Paul Kagame menace les Nations Unies en disant que si on continue de porter ce genre d'accusation contre le Rwanda, il va retirer ses troupes au Darfour. Parce qu'entre-temps, à la demande des États-Unis, les troupes rwandaises ont été formées avec un matériel venant de Stuttgart, en Allemagne, remis au Rwanda pour représenter la force de la paix au Darfour. Parce que, semble-t-il, les Hutus n'ont pas la capacité d'assurer la sécurité dans de bonnes conditions, ils savent tout simplement commettre des génocides, probablement pour ces raisons qu'ils ne sont pas au Darfour. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai constaté avec les sénateurs européens que l'ensemble du dispositif militaire, mission de la paix des Nations Unies, était constitué essentiellement des troupes de Kigali. Ce qui est quand même inquiétant, puisqu'ils avaient même désigné quelqu'un contre qui pèse un mandat, 2 mandats d'arrêt internationaux de la justice française et de la justice espagnole. Il a fallu que des élus espagnols se battent avec un acharnement tel pour demander au secrétaire général de faire enlever M. Karenzi Kamake à la tête d'une force de mission de la paix, puisqu'il est suspecté d'avoir abattu l'avion du président Habyarimana et surtout d'avoir commis des crimes contre l'humanité à l'est du Congo. C'est la pression des élus espagnols qui a amené cela. Mais au moment où les élus espagnols faisaient ces pressions aux Nations Unies, la sous-secrétaire d'État aux Affaires africaines, Mme Fraser, a téléphoné au secrétaire général de l'ONU pour lui dire qu'il n'est pas acceptable
qu'on puisse enlever M. Karenzi Karake à la tête de la mission des Nations Unies au Darfour, parce qu'on a besoin du Rwanda, qui est un facteur de stabilité dans la région des Grands Lacs, et surtout qui contribue énormément aux missions de la paix. L'Union européenne a adopté ce discours et tout le monde s'est couché platement devant les déclarations de Kigali. Je me rends compte également que lorsque on parle des génocidaires en Europe, l'ensemble des pays de l'Union européenne ne posent pas des questions élémentaires qui sont de nature à éveiller l'esprit critique dans lequel nous avons été formés dans toutes les grandes universités européennes. C'est qu'à un moment donné, si on nous dit que telle personne, parce qu'en Belgique, vous êtes mieux placé pour le savoir ici, on a jugé tout le monde ici. Pourvu qu'il soit autour, un matin on se lève, votre voisin, on vous dit non, c'est un génocidaire, il a commis un génocide en 1994, eh bien, tous les médias belges se mobilisent pour faire juger les bonnes sœurs. Et elles sont d'emblée présumées coupables. Le principe de la présomption d'innocence est immédiatement, s'évapore immédiatement devant le dossier rwandais. On a assisté, moi-même, j'ai été appelé à la cour d'assises ici pour témoigner dans l'affaire de l'officier Bernard Ntouyaga. C'était très amusant, c'est important parce que dans ce que je veux dire par la suite, vous allez comprendre la mécanique. Bernard Ntouyaga était effectivement un officier qui avait transporté les casques bleus belges qui sont morts le 7 avril 1994. Et ce monsieur s'était rendu de son propre chef à Arusha devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Disant, si je suis coupable, puisque le mandat qui a été confié à ce tribunal est de juger tous les crimes qui ont été commis du 1er janvier au 31 décembre 1994. Ntouyaga s'y rend. Ntouyaga est relaxé par le tribunal pénal international. Mais les autorités belges, dont un consul, va négocier avec M. Ntouyaga en lui disant « Nous voulons que vous veniez à Bruxelles pour témoigner dans l'assassinat des casques bleus. » Ce pauvre tout naïf accepte volontiers de venir témoigner. Dans ce que disent les rapports internes, il faut éviter des débordements à Kinshasa en cas de contestation des élections de Joseph Kabila. Et donc pour cela, Kabila lui-même écrit une lettre à M. Xavier Solana en 2003, lui demandant la présence à Kinshasa d'une unité de police intégrée, qui sera soutenue par ESSEC. Donc, des experts européens sont mobilisés pour cela, et la formation des policiers et tout cela est financé intégralement par l'Union européenne. Et puis surtout, ils vont demander à avoir une armée dans laquelle ils vont intégrer Bosco Ntaganda, tous ces bandits qui viennent du Rwanda dans l'armée congolaise. Et les experts même de l'Union européenne déplorent cette situation, puisque ce sont les Sud-Africains qui sont chargés de faire la sélection des gens pour les remettre dans l'armée. Bon, le projet sud-africain, il y avait plusieurs projets. Il y avait le projet britannique, il y avait, enfin les Britanniques très présents, en retrait, mais très efficaces dans les coulisses. Puisque finalement, lorsqu'on soutient le projet de formation des Sud-Africains, les Sud-Africains demandent à avoir une formation sur les frontières, sur le trafic de diamants, sur les problèmes du terrorisme, sur les crimes qui sont commis à l'Est, etc. Donc les Sud-Africains veulent former les gens dans tous ces domaines. Mais l'Union européenne est pressée parce que ça prend du temps, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est la sécurité de Kinshasa.
Et vous aurez remarqué que pendant toute la période des élections, les gens peuvent être tués dans les marchés, des Européens d'ailleurs détroussés au marché de Kinshasa. La seule préoccupation, c'est de protéger les structures électorales et le dispositif électoral. C'est clair, c'est écrit dans les documents de l'Union européenne. Une fois qu'on arrive à ce stade-là, les États-Unis disent que le CIAT, donc le Comité international de transition, ne doit pas s'ingérer dans les affaires intérieures du Congo, surtout quand il s'agit de la présidence de la République. Sous-entendu, vous êtes bien gentil, mais on ne vous a pas fait venir là pour essayer d'analyser, de décortiquer, d'essayer de chercher l'équilibre dans la position des candidats ou de chercher un peu plus de transparence. Joseph Kabila doit être président, un point à la ligne. Résultat des courses, il est donc demandé, et ça je l'ai vu dans différents courriers, à M. Joseph Kabila de se taire sur toutes les incursions rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo, et c'est ce qu'il fait jusqu'à ce jour. Et lorsque j'arrive à cette conclusion, je me dis que c'est quand même très grave ce que fait actuellement l'Union européenne, parce que les pères fondateurs de cette institution n'auraient jamais souhaité voir des années plus tard une institution si prestigieuse, si respectée, si respectable descendre à ce niveau. Je pense que les Congolais doivent se battre avec les démocrates européens pour relever le niveau et pousser les institutions à retrouver leur dignité. Je vous remercie. Ouais, je m'appelle M. Patrick Messo. Je suis l'initiateur de l'association de Bana-Barumbu, en abrégé ABB, et je suis le secrétaire général de l'Alliance Barumbu Belgique, ABB en sigle. Ouais, voilà mes impressions par rapport à la conférence de presse de M. Charles Onana. Ben, c'est comme on dit, hein, le Congo, franchement, c'est comme une pieuvre qui s'est étalée sur le Congo. D'après ce qu'on a écouté et d'après les documents, on se rend compte que le Congo, il y a un vaste complot sur le Congo. Ben, c'est à nous maintenant, les Congolais, les dignes fils du Congo, de faire quelque chose pour la libération de notre pays. Je dis ça par rapport à quoi? Comme on dit, vous le savez peut-être, on dit la stratégie, c'est l'intelligence d'une situation donnée. Donc pour nous, on doit être stratège et on doit constituer vraiment un lobby, mais un lobby comme pas possible. Il ne suffit pas de crier qu'on a un lobbying, tout ça, non. On doit travailler dans l'ombre pour pouvoir nous sortir de cette situation qui est vraiment dramatique pour notre population, quoi. Monsieur Onana, il fait son boulot, il est journaliste d'investigation, donc ce qu'il fait, c'est son boulot. Mais il y a tant de Congolais, de fils du pays qui écrivent. Mais c'est à nous maintenant, les Congolais, d'avoir aussi la culture de lire. Parce que, vous savez, il faut lire, il faut se documenter. Et puis, il faut connaître l'histoire de son pays pour pouvoir s'armer et puis aller de l'avant. C'est ce qu'on doit faire. Je pense que c'est un mouvement qui est né et qui va s'agrandir, et puis voilà, on va se battre, et je pense qu'à la fin, la victoire, ça sera toujours de notre côté, quoi. Je suis premièrement surpris, ému, étonné de la mobilisation intellectuelle aux alliés actuellement dans le peuple congolais, parce que avant, tout ça mobilisé dans la musique. Mais actuellement, c'est maintenant une conférence débat pour un sujet et un livre, en tout cas, et la mobilisation, on a moni. Attention au peuple congolais, je suis vraiment surpris de cela. Et je suis en train de croire que combat Oyo, lutte Oyo, et allés vraiment kokende sur un bon chemin. Et je crois que tu recommandes la victoire finale. En deux mots, ce que je peux dire par rapport à conférencier, c'est-à-dire notre frère Charles Onana,
apesi message par Congolais que ce que vous avez déjà fait, surtout à ceux de la diaspora, ce que vous avez déjà fait et porté déjà fruit. Alors, peut-être fruit ils en ont mûr, mais fruit et c'est bimi. Alors, il faut encore enfoncer le clou. C'est ça le message principal au Nazoué à partir de la conférence Charles Onana. Tosepeli biso nyonso. Tosepeli mingi na ndenge na makambo Charles Onana lobi. Eloko liboso na kolobana ezali que soki ba kabaka nationalité congolaise na mutu ndenga yanga na kabiango na Charles Onana. On est eloko liboso po eza livre liboso teka koma a participer na ba livre minene o ekomama n'est pas na biso ba congolais asala ba aide apesa ba aide na makanisi na ebele. Donc en tout cas naye ba soute soka za camerounais soka za la congolais et bani soute. Mais en tout cas za mo bundeli munene pour na intérêt ya peuple congolais. Et là, il y a une réponse à la question à Yoboye. Oh, à l'obi lelo, tous à la honnête, 70% biso ba congolais tous à conscient. Toyebi, que mindele balingi bisote, mindele balingi kaka mabele na biso. Problème est alinde que biso ba congolais, nous devons prendre nos responsabilités. Et là, les camarades qui a sous mindele te, Louis Michel, toyo qui m'a ramené en 2006, lelo tous en 2012, ba interviewé Nandeko Nabiso Jano, Louis Michel a maintenu ba même propos. Que Kabila a la solution à problème à Congo, malgré tout ce qui se passe. Donc, ils ont injurié Bisso, ils ont lancé appel à tous les Congolais. Pour continuer pression, au moins, ils samedi passé à Bruxelles, lobby, à 14h, pour rebander la Lissoussou. Donc, ils ont la balaba, la lobby, pour réclamer une chose, la vérité des urnes. Etienne Tshisekedi a réellement gagné les élections, Moutou a gagné qui n'a 70% et Etienne Tshisekedi. Togo ticket place à Zate. Voilà l'impression pour Namaramboleki Lelo. Il y a un lobby que Charles Onana a fait un travail remarqué et remarquable au biso il faut soutenir. En tout cas, pour ngai na sepeli makasi na conférence oyo na moni pena fongoli makambo mususu okutu. La plupart ya ba congolais ba quitter vraiment. Aza mutu moko normalement il faut bonde la pona et puis musala osala pena musala moko ya makasi. Abundi makasi et puis azobunda na moni pena kaza déterminé pour na ezaka pour na Congo te mais pour l'Afrique mobimba aza déterminé aza mutu moko vraiment il faut kaka to soutenir et to za na simana ye pour na makambo na ye projet na ye ba makambo nyonso osala esimba un jour to kolonga na biso kaka bon apprendre que mboka na biso soki biso moko to simbia ngo pena te soki biso moko to se soulever te to telemite mutu moko akoya ko délivrer mboka na biso fo biso moko tozwa makambo na biso amen tozala biso moko ba responsable ya vie na biso photo pour avenir ya lobi ezaka biso moko et lelo on na prendre ezana otinda na batu otamsu bazozwa temps ya ko participer na bajari ya ba conférence ote batelema baya ata na manifestation ata babundela mboka parce que lelo to s'attendre ne le omote na ba occidentaux ba batu moko ba lingi ba congolais te ba lingi nde ba richesse na biso et là on a tenir ya makasi yango.